Jean-Luc, est-ce que le Front National a, lui, déjà réussi à créer un peuple ? Je finis par m'y perdre. Je vais répondre non. Et oui, parce que il a réussi à créer un électorat, mais d'abord, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes propres idées pour répondre à la question comme tu la formules, qui n'est pas ma manière de le poser, parce que je pense qu'il n'y a pas de malentendu dans le vote Front National. Il y a une racine qui nous intéresse, qui est la volonté des gens de contrôler leur vie. Et il y a une erreur sur l'évaluation des raisons pour lesquelles leur vie leur a échappé. Bon, c'est la racine qui nous intéresse, qui est commune. C'est pourquoi je dis il y a un moment, je veux bien dire un moment populiste. Moi j'ai appelé ça la révolution citoyenne. Mais je vais y venir. Mais posons ça. Je vais faire ma réponse à moi. C'est-à-dire je me situe comme un homme politique engagé au milieu d'autres militants. Il y en a quelques-uns ici. La première tâche, c'est d'avoir des idées claires. Nous. Parce que si nous voulons construire ou proposer une nouvelle construction intellectuelle et affective, il faut déjà qu'on sache, nous, où on en est. Si on pense que, au fond, nous n'avons affaire qu'à répéter les doctrines de nos anciens et à réciter notre catéchisme, parce que la proclamation de la vérité suffirait à faire que s'écroulent devant nous toutes les barrières, on se trompe. Donc déjà, si nous ne comprenons pas ce qui a changé et quels sont les moteurs de l'histoire, on ne peut rien comprendre. Pour quelle raison le capitalisme est-il devenu comme ça? Qu'est-ce que le peuple? Où est-il né? En quoi la théorie de la révolution citoyenne est celle qui répond à la période politique? Pourquoi nous allons au-devant d'une catastrophe écologique gigantesque qui va mettre tout le monde au pied du mur, de savoir si c'est tous ensemble qu'on s'en sort ou chacun pour soi, ce qui va donc nous ramener à des fondamentaux de la latéralisation politique. Mais observons que l'ancienne latéralisation politique ne fonctionne pas, elle empêche de penser. Si vous pensez en termes droite-gauche dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la droite et la gauche, et il y a un instant j'ai rappelé sa racine historique, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le commun des mortels. Dans le commun des mortels, et d'ailleurs la télé le rappelle tous les jours, et la radio le rappelle tous les jours. La gauche, c'est M. Hollande. Alors comment voulez-vous arriver à penser une latéralisation si on vous appelle gauche, quelque chose qui n'a rien à voir avec la gauche? Clairement, ça empêche de penser. Donc, nous sommes devant cet obstacle. Mais nous, déjà, avoir des idées claires, et une théorie claire, et une méthode de pensée claire, jusqu'à arriver au point où, quand Chantal Mouffe dit « c'est à nous de construire des affects et de leur propriété », il faut, à ce moment-là, pas faire 3 sauts périlleux arrière, va des rétro Satanas, quelle horreur, de quoi vous nous parlez, Madame Mouffe, Monsieur Mélenchon, tout ça c'est des passions que personne ne va maîtriser, nous sommes le camp de la raison, etc., etc. Bon. Alors, donc, disons bien quel est l'enjeu. C'est là que moi j'ai rejoint complètement le discours d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. C'est le peuple, en tant que catégorie politique, est une autoconstruction. Le processus d'autoconstruction nous intéresse. De quoi est-il fait? Il est fait d'idées, d'affects et d'objectifs. Les objectifs, c'est le programme qui y répond. Les affects, c'est l'esthétisation de nos valeurs, que je me suis risqué à faire dans nos meetings. Vous savez bien, où je lis des poèmes, je lis du Victor Hugo, des fois on joue de la musique, et tout ça a à voir avec nos idées. Nous esthétisons les valeurs qui sont celles de la gauche, à notre avis, c'est-à-dire la tendresse, l'amour, la fraternité, le partage, l'attention aux plus faibles, la volonté acharnée d'égalité, non pas comme un principe abstrait, mais comme une réalité humaine. Et le troisième élément, je répondais à la question, qui êtes-vous? La madame Le Pen, elle répond, vous êtes des blancs catholiques. Oui, mais elle construit un peuple, J'y viens, je suis d'accord. Non, mais c'est important, ça. Oui, ben d'accord, c'est important, mais c'est elle qui va perdre. Elle construit un peuple. Oui, mais attends, laisse-moi finir de répondre. Je suis pas, moi, dans la position d'un observateur. Je suis dans la position d'un acteur. Mon rôle n'est pas de venir dire aux gens, écoutez, je vais vous expliquer ce qu'est Madame Le Pen. Ce n'est pas la peine de faire des réunions. Il s'agit de construire. Donc, elle vous dit que vous êtes des blancs chrétiens. Moi, je vous réponds, vous êtes les enfants des Lumières. Comme je n'arrivais à rien, j'ai donc provoqué la conflictualité. Qu'est-ce que les Lumières? Robespierre. Ah, quelle horreur, tout le monde crie. Et à ce moment-là, tout le monde réfléchit. Pourquoi Robespierre? Pourquoi la Grande Révolution? Et on s'aperçoit à ce moment-là que depuis 20 ans a été déconstruite l'hégémonie culturelle basique du peuple français, qui est l'adhésion à la Grande Révolution de 89, perçue comme le moment où on abolit les privilèges, on établit l'égalité, même si ce n'est pas vrai puisque les femmes ne votaient pas à cette époque-là, mais en tout cas, le principe révolutionnaire d'égalité a été affirmé et devient l'identité collective des Français. Ça a été gommé
à travers toutes sortes de manifestations culturelles qui ont mis en scène le roi, la reine, leurs amis, tout ça, bon, et la révolution des barbares sauvages abominables. Donc, cette reconstruction culturelle fait partie du projet. Si vous m'entendez parler si souvent de la Grande Révolution, c'est pas que j'en sois obsédé à titre personnel, c'est parce que j'estime que c'est un élément qui est un enjeu de la perception du nous. Qui sommes-nous? Sinon, nous sommes ce qu'elle dit, elle, Madame Le Pen. Alors, c'est là que je viens sur des choses. Il n'y a rien, là je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas d'autre enjeu que la conscience. Et la conscience, en tant que phénomène purement rationnel, ça n'existe pas. La conscience est un mélange de raison et d'affect. Et donc, une bataille qui nie la place des affects est une bataille qui n'est pas menée. C'est une bataille qui est abandonnée et où on suppose que les êtres humains sont des êtres de ce qu'on appelle raison, mais qui ne l'est pas dès lors qu'on en met de côté la culture, la musique, la poésie, l'amour et les identifiants collectifs. Nous avons donc besoin de héros. Nous avons besoin de nous approprier une histoire. Et voyez comme le débat est difficile, peut-être que tu as raté cet épisode, mais moi j'avais essayé de toutes les manières possibles de ramener la révolution de 89 dans le débat, et tout d'un coup, coucou surprise, magnifique découverte, Monsieur Sarkozy dit que nos ancêtres sont les Gaulois. C'est trop beau. Donc j'arrive et je dis, ah ben si vous voulez, vous, que les ancêtres sont des Gaulois, c'est donc une vision ethnique de la France. Moi j'en ai une autre à vous proposer, je pense que c'est la Révolution. Qu'est-ce qui est retenu? Parce que j'ai dit de la Révolution, surtout pas. Nos ancêtres sont les sans-culottes, vous imaginez ça? Comme titre, c'est abominable. Ça a été, ah ben Mélenchon dit que Sarkozy a raison de parler de ça. Donc il est complice. Et donc, nos propres amis nous ont coupé les mains au moment où on attrapait le pompon pour faire réfléchir et pour donner à confronter deux histoires de France. Car l'histoire est une science, bien sûr, et comme telle, la politique n'a rien à faire dans la science. Donc les historiens ont des droits qui sont les droits des scientifiques. Mais comme politique, c'est notre devoir de nous approprier un récit. Et d'ailleurs, ceux qui me combattaient disaient « Ah ben Mélenchon raconte ce qu'il veut, moi mon histoire c'est plutôt la commune. » Ben donc tu as une histoire. C'est exactement ce que vient de dire Chantal. Si nous ne pouvons pas nous identifier à des mythes collectifs, nous ne pouvons pas nous construire comme personne. Nous le faisons dans notre famille, tous. Mon grand-père faisait ceci, ma grand-mère, elle était formidable parce qu'elle a fait ça. Eh bien, il y a un récit collectif. Donc, à s'approprier ce récit a une grande importance, surtout quand on est en France, puisqu'on a la chance d'être à l'endroit où il y a eu cette histoire qui s'appelle la Révolution de 89. Maintenant, je viens à la dynamique des idées, Chantal. C'est là que c'est très important, parce que ce que tu pointes, évidemment, on a retourné 100 fois le problème. Mais la vérité vraie, c'est que comme c'est la conscience qui est l'enjeu, parlons-en des prolétaires qui votent Front National. Mais alors parlons-en sérieusement, c'est-à-dire en examinant les bureaux de vote et en regardant, que se passe-t-il? Le vote ouvrier ultra majoritaire, c'est l'abstention. C'est-à-dire que 60 à 70% des travailleurs ne votent pas, parce qu'ils considèrent que la scène politique est une escroquerie globale. Et restent donc ceux qui votent. Mais ceux qui votent, ils ont une histoire, eux aussi, collective. Lorsque nous étions au sommet de notre gloire, au programme commun, 70% des travailleurs qui votaient à 80%. 70% votaient programme commun. Ça veut dire qu'il y en a 30% qui étaient assez bêtes pour pas voter programme commun. À l'époque où tous leurs copains autour d'eux votaient programme commun. Eh bien, ceux-là, ils avaient un enracinement quoi? Pas social, puisque c'est les mêmes prolos, dans les mêmes usines. C'était quoi leur enracinement? Ce que vient de dire Chantal, ils appartenaient à un peuple particulier, le peuple catholique réactionnaire anticommuniste, ou le peuple anticommuniste. Ils s'étaient constitués une identité collective. Ceux-là, ils n'ont pas désarmé puisque leur chef les entraîne. Puisque leur chef leur dit, voyez bien, on a toujours eu raison d'être comme ça. Donc, eux, ils sont en dynamique. Ils ont ramassé le petit bout des hésitants. Parce que c'est les hésitants l'enjeu. Il faut les amener de notre côté. Ils les ont ramassés. Ils ont donc ramassé le 40% de ceux qui votent. Et alors, évidemment, ils paraissent immenses et innombrables. La question qui se pose à nous, c'est autant de démonter ce qu'ils croient que se demander comment mobiliser les autres. C'est les autres l'enjeu, ceux qui ne veulent plus aller voter, et qui se sont en quelque sorte le peuple qui s'est mis en congé de lui-même. Ils ne votent plus, donc ils ne sont plus politisés. C'est pour ça qu'à la question « que faire ?», la réponse stratégique révolutionnaire, c'est le peuple, la renaissance du peuple, ce que dit Chantal, le moment populiste. Il s'agit de construire le peuple en tant qu'entité politique. Comment le faire? Il y a un argument stratégique central, nourri de la volonté qu'on vient de décrire des aspirations sociales. C'est la constituante. Parce que le process d'assemblée constituante met le peuple en situation de se définir politiquement. Quel droit nous nous reconnaissons les uns aux autres. C'est ça qu'il y a dans une constitution. C'est ça la leçon que nous tirons de l'Amérique latine chaviste et coréiste.
C'est ça la leçon essentielle, parce que pour le reste, les limites, on les a vues. C'est que ni le chavisme, ni les autres camarades n'ont été capables de construire le peuple suivant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as arraché des millions de gens à l'extrême pauvreté et que tu les as installés en classe moyenne, sans révolution culturelle, sans objectif écologique commun, ils se comportent comme une classe moyenne habituelle, c'est-à-dire qu'ils veulent se définir par des consommations ostentatoires. Et donc, ils présentent une exigence consumériste qui détruit de l'intérieur la révolution, parce que si on a fait tout ça pour acheter des 4x4 et se faire des opérations de chirurgie esthétique, franchement, on reste chez nous. Hein, c'est pas le sujet. Donc, c'est ça les enjeux. C'est là qu'on se retrouve. Moi, j'en suis 1 million de fois d'accord. Nous avons une reconstruction globale à faire. Pas simplement avoir un bon programme, on l'a. Mais c'est les valeurs qui vont avec, les affects qui vont avec, les mots pour se désigner, pour se nommer. Et aussi assumer les leaderships. Ceux qui racontent que le nous est plus démocratique que le je sont des irresponsables. Parce que quand on dit je, on permet aux autres de se situer. Tandis on dit nous, c'est qui? C'est une entité, on ne sait pas qui c'est. Je parle du leader, hein. Je ne parle pas de la construction, construire un nous. On ne peut construire un nous qu'à la condition que tous les piquets qui constituent cette émergence-là, ils soient là. Que les gens ne soient pas dans l'anomie. On ne sait pas qui on est, nous. D'ailleurs, on n'a pas de leader, parce qu'il avance avec un masque, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, il se sent un devoir de grisaille. Et si par hasard apparaît le leader, ça va être juste pour dire nous, mais on ne sait pas qui c'est. Le parti, les masses, bref. Nous avons eu besoin de ce moment-là. Et regardez partout les révolutions populistes, inclut une dimension d'incarnation que vous ne pouvez pas reprocher aux gens en disant vous êtes tellement bêtes que vous avez besoin d'un leader. Non, c'est justement parce qu'ils ne sont pas bêtes qu'ils installent un leader ou une leaduse, comme ça a été le cas en Argentine avec Cristina Kirchner, ou comme ça a été le cas au Brésil avec Dilma Rousseff pendant toute cette période. Donc tous ces éléments, vous comprenez, il faut les faire sortir de la considération académique et des débats entre nous pour en faire une stratégie vivante. Et quand on parle par exemple du peuple acteur politique, à quoi correspond son incarnation? Je finis là-dessus. Comment ça se traduit? Eh bien, le parti de classe, on le connaissait, il était comme la classe, il était délimité. Le parti du peuple, c'est un mouvement par définition, et c'est un mouvement sans bord. C'est pas facile à construire. C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'imaginer en ce moment. Hein, c'est un mouvement, et qui correspond à la modernité. Dans la modernité, plus il y a de monde, plus les individus sont singuliers. Vous ne pourrez plus remettre les gens en rang comme ils l'étaient autrefois à l'usine. C'est donc par leur mouvement autonome, personnel et individuel qu'ils participeront à hauteur de ce qu'ils veulent faire ou pas, suivant le moment. Et si on peut dire tout ça, ça ne nous convient pas, parce que c'est trop individualiste. C'est comme ça. Le nous ne se constitue que par une libre adhésion. Si on ne le comprend pas, on va essayer de brutaliser les gens, on n'arrivera à rien. Voilà comment, moi je retombe dans le... Je colle au discours de Chantal, parce que l'important pour nous, c'est d'être nourris par des penseurs qui nous permettent d'arriver à comprendre. On ne peut pas tout faire en même temps, militer, réfléchir pour de la théorie. Bon. Donc on arrive à tout faire en même temps. Pour ma part, j'essaye de m'y astreindre parce que je suis un militant à l'ancienne. C'est-à-dire que pour moi, la théorie commande à la pratique. Et ce que nous sommes en train de bâtir à travers une campagne électorale, c'est pas une élection. Bien sûr que c'est une élection. Mais c'est pas une élection. Nous sommes en train de construire un peuple. C'est ça que nous essayons de faire. Construire un peuple. Et ce qui restera à la fin de la campagne électorale, c'est s'il existe un peuple ou pas. Et vous voyez que la résistance énorme, elle vient non seulement de l'ennemi, qui décide de nous travestir, mais elle vient des fois des amis qui ne supportent pas la remise en cause des pouvoirs établis que l'irruption populaire fait. Alors je termine là-dessus. Comment ça se passe une révolution citoyenne? Il faut que les conditions matérielles en soient réunies à la base. Il faut que la société soit incapable de répondre aux aspirations élémentaires, dont beaucoup sont de nature écologique. Par exemple, nous voulons tous que nos enfants ne mangent pas du poison. Ben aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure pour y arriver. Bref, la société ne répond plus aux revendications élémentaires de l'existence. Et troisième élément, les institutions sont incapables d'organiser la conflictualité et la discussion à ce sujet. Et lorsque tout le système est bloqué, il explose de manière fortuite, c'est-à-dire d'une manière absolument imprévue. Un type se suicide, c'est le 3e en Tunisie, parce qu'il ne veut pas payer sa taxe sur ses légumes qu'il vend dans la rue. Et ça provoque une révolution. En Amérique latine, au Venezuela, les gens qui ont accepté tout le plan d'austérité, il y a une chose qu'ils n'acceptent pas, c'est payer le ticket de bus plus cher. Et c'est là qu'on vient sur un thème qu'a effleuré il y a un instant Chantal, mais qui est fondamental. C'est le rôle des, entre guillemets, entre comillas, hein, les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui se sont moyennisés dans le déclenchement de la révolution. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que leur réussite est liée à leurs efforts strictement personnels, ils n'ont aucune ambition sociale, et que tout d'un coup, leur ambition personnelle et leur mérite personnel est entravé par un système bureaucratique qui ne tient pas compte d'eux. Et à ce moment-là, ils se mettent en mouvement. Ça vous donne les casserolades
en Argentine, c'est une affaire de caisse d'épargne qui déclenche la révolution en Argentine. Au Venezuela, c'est une affaire de ticket de bus. Chez Correa, c'était je sais plus quoi. Mais enfin, à chaque fois, c'est l'événement fortuit. L'événement fortuit en France, ça pouvait être Rémi Fraisse, c'est-à-dire un gamin tué dans une histoire terrible. Je dis un gamin, je ne devrais pas parler comme ça. C'est un adulte de fait. Mais ça peut être les manifestations de policiers. Et là, vous touchez du doigt ce que décrivait tout à l'heure Chantal Mouffe, c'est-à-dire l'ambiguïté fondamentale du mouvement quand il se met en mouvement. Vous ne savez pas si cette manif, elle est de droite ou de gauche. Bien sûr qu'il y a des gens du FN dedans, mais que disent les gens? C'est les revendications qu'ils présentent sont des revendications, pour un certain nombre d'entre elles, sont des revendications de démocratie. Donc c'est très compliqué. La situation peut sauter par un événement comme celui-là. Parce que c'est pas tous les jours que vous avez des flics qui font des manifs dans la rue la nuit en allant à l'Élysée. Le pays entier a vu qu'on peut aller à l'Élysée et qu'après on est reçu par le président. Demain, il y aura les bouchers charcutiers, il y aura... Tout le monde va faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité. Une société ne fonctionne pas sans le consentement à l'autorité. Ceci est un signal majeur que nous recevons de la proximité du point événement fortuit que moi j'appelle, à la suite des Argentins et à la suite de nos autres camarades d'Amérique latine, le point qu'ils s'en aillent tous. C'est-à-dire un jour, les gens sont enragés et disent qu'ils s'en aillent tous. Tous, inclus les syndicalistes. Ne croyez pas que ça épargne les gens de gauche. Dans la révolution argentine, quand elle démarre, ils s'en prenaient aussi aux camarades des syndicats. C'est vous qui nous avez mis dans ce bordel, on ne veut plus vous voir, dégagez, on vous a assez vu. Tout le monde. La société entière s'effondre avant de se reconstituer politiquement.